Alors, bonsoir. Bonsoir à tout le monde bonsoir d'être venu. Merci d'être venu ici, même si vous n'êtes pas très nombreux, mais ça fait une petite réunion à la fois intimiste et où on pourra peut-être parler beaucoup plus sans trop de contraintes en quelque sorte. Alors, je suis très content, très heureux de recevoir Pierre Manant. Nous avions fixé un premier rendez-vous qui n'a pas fonctionné parce qu'il y avait, au même moment, il y avait une autre opération dans les locaux et ça aurait vraiment perturbé au niveau de la circulation. Mais là, bon, Lima est calme et nous sommes prêts à vous recevoir. Alors, donc, il s'agit d'un livre qui est paru en octobre. En octobre, voilà, Situation de la France, et qui a fait un certain bruit. Alors, je vais commencer par présenter rapidement Pierre Manant, qui est philosophe politique, et non pas Sciences Po, non pas politologue, qui est philosophe politique, et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, émérite. Aujourd'hui, ça n'existe pas ça n'existe. à l'École des hautes études. Oui, ça n'existe pas, voilà. Nous sommes directeurs d'études éternels. Éternel. Donc vous n'avez pas à poser une demande d'éméritat. D'accord. Et je vais peut-être mentionner quelques... vous avez, de votre biographie, et peut-être que vous la trouverez sur Internet, je ne vais pas tout détailler, mais vous avez été l'assistant de Raymond Aron et puis de Leroy-Ladurie, n'est-ce pas, au Collège de France. Et vous avez participé à la fondation de cette belle revue Commentaire qui existe toujours et qui est trimestrielle. Alors, parmi les ouvrages que je citerai, et dont certains sont devenus un peu des références, également pour les universitaires. Alors, Naissance de la politique moderne, Machiavel, Hobbes, Rousseau, chez Payot, La Cité de l'homme, chez Flammarion, qui a été réédité en poche, oui, chez Flammarion. Et puis, Cours familier de philosophie politique, c'est un livre qui est paru chez Fayard et qui a été repris dans la collection Tell, en 2004. La raison des nations, réflexion sur la démocratie en Europe, et le regard politique, et puis le dernier, situation de la France. Donc avec vous allez sûrement le mentionner en parlant de votre livre. Il y a une sorte de cohérence tout au long de votre carrière, une sorte de préoccupation qui vous guide depuis une trentaine d'années. C'est la politique, mais d'un point de vue qui est celui du philosophe, c'est-à-dire qui va à la fois se confronter au texte et aussi à la réalité de la politique telle qu'elle du corps politique tel qu'il s'est développé au cours du XXe siècle dans des pays comme la France et les pays européens. Alors, situation de la France est l'un des ouvrages que nous avons découvert tous après l'été, préparé donc en réaction à Charlie Hebdo, donc sorti avant le 13 novembre. Donc, alors il y a eu des livres qui se centraient sur les événements eux-mêmes de Charlie Hebdo, donc qui posaient d'autres problèmes que ce qui vous a intéressé. Et votre texte paraissait un peu tout à fait inédit et très original par rapport à cette production. Hein. Et ceci d'une part, et d'autre part, dans
ce flot de livres qui vont continuer à apparaître, puisque les éditeurs nous promettent énormément de choses qui sont en cours. Là, en janvier, il y en a qui sont sortis en librairie, il y en a d'autres qui viennent. Alors, votre texte va d'emblée secouer un peu ce petit milieu médiatico-intellectuel en faisant des propositions qui ont choqué plus d'un. Alors, vous avez vous-même participé à des débats sur France Culture. Vous avez été l'invité de Alain Finkielkraut en même temps que Gaucher. C'était la même séance? Non, c'était une autre séance. C'était une autre séance, voilà. Et alors, on vous a reproché, alors c'est aussi pour introduire le livre que je dis ça, on vous a reproché, vous, l'homme, le philosophe politique, et j'avais oublié de le dire, qui vous réclamez du catholicisme, n'est-ce pas? Vous êtes je ne m'en réclame pas, mais... Oui, mais vous êtes comment dire, un philosophe qui prend au sérieux la religion, voilà. Et entre autres la sienne. Voilà. Et vous venez dire, donc, et on vous a un petit peu pris de haut, comment osez-vous, etc. Vous venez dire, écoutez, l'islam, alors on va préciser cela, islam, musulman, hein, l'islam, il est temps de décider d'ouvrir en quelque sorte un espace, de céder quelque chose. Alors espace ou bien sur le plan des pratiques, autoriser des pratiques qui semblent qui vont contre la laïcité. Donc vous prenez à rebrousse-poil tout un consensus d'une certaine partie de l'intelligentsia. Voilà, ça c'est un peu l'impression qu'il y a. Alors on va essayer d'entrer un peu plus dans le détail, voir un peu plus, comment dire, en profondeur, en commençant justement peut-être par cette histoire de cet objet que vous appelez les mœurs musulmanes. L'anthropologue à l'EHESS, j'en fréquente quelques-uns qui ont du bon dire en disant mais ça n'existe pas. Hein, les mœurs musulmanes, la cité islamique non plus n'existe pas, etc., etc. Alors, qu'entendez-vous par là? S'agit-il des préceptes, d'un certain nombre de préceptes coraniques qu'il faudrait, qu'on considère comme contraires à la société moderne, laïque, etc., ou bien quelque chose de plus éthéré ou moins défini? À vous. Merci. Merci de m'avoir invité à présenter quelques idées de ce livre. Avant d'essayer de répondre à votre question, une ou deux remarques introductives. Ce n'est pas du tout un livre sur l'islam. Le titre du livre indique vraiment exactement son propos. C'est un livre sur la France, sur la situation de la France, c'est-à-dire sur la situation présente et sur, je dirais, le destin non seulement de ce pays, mais des pays de ce type, c'est-à-dire des nations européennes. Donc, l'islam ou les musulmans interviennent dans ce livre comme un problème qui se pose aujourd'hui à la France. Voilà. Et donc, je n'interviens pas comme quelqu'un qui serait spécialiste de l'islam ou qui aurait étudié spécialement l'islam. Ce n'est pas du tout ma compétence et ce n'est pas ma perspective. Donc, j'interviens, si je peux dire, comme un citoyen, d'une part, et d'autre part, quelqu'un qui a réfléchi sur le type à la fois de régime et de forme politique dans lequel nous vivons, c'est-à-dire un régime démocratique dans le cadre national. Et
la question ou les questions que je me pose depuis quelques dizaines d'années maintenant, trop de dizaines d'années peut-être, c'est qu'est-ce qui est en train d'arriver à la nation européenne ou à la nation de type européen en général et en particulier à la nation française à un moment où l'on a le sentiment de divers côtés que cette forme politique ne parvient plus à accomplir ce pourquoi elle était apparemment faite, c'est-à-dire produire, comme on dit aujourd'hui, produire du commun, ou produire une chose commune, produire du bien commun. Alors, il y a bien des façons d'affronter ou de rencontrer cette difficulté de la vie commune aujourd'hui. On pourrait parler de ce qui est critiqué comme l'individualisme contemporain, le fait que les sociétaires sont occupés à faire valoir leurs droits et donc ne savent plus comment se rassembler pour une chose commune, mais il y a aussi d'autres problèmes qui se posent à nous, et en particulier le problème, comme on dit, de l'islam ou des musulmans, de l'intégration des musulmans. Et donc c'est cette question c'est un des, comment dire, disons que dans cet examen des difficultés de la nation française et de son régime démocratique, j'ai évidemment, à la suite des événements récents, j'ai essayé de considérer sérieusement la question musulmane. Alors, considérer sérieusement la question musulmane, ce n'est pas si facile que cela. D'abord parce que beaucoup vous diront, ou vous disiez, quelle question musulmane? Il n'y a pas de question musulmane. Si vous posez cette question, c'est déjà, vous partez mal. Comme le disait un homme politique plein de verve par ailleurs, moi j'ai pas de problème avec l'islam. Ne me parlez pas de l'islam, j'ai pas de problème avec l'islam. Bon. Parce qu'on parlait d'intégration économico-sociale. On parlait de je ne sais quelle difficulté, voilà, et Jean-Luc Mélenchon disait, bon. Donc vous avez un côté de l'opinion qui dit il n'y a pas de problème avec l'islam. Parler déjà de problème, c'est le stigmatiser, le rejeter les musulmans et voir un problème où il n'y en a pas. Et vous avez une autre partie de l'opinion qui dit l'islam non seulement est un problème, mais c'est un problème tellement difficile, l'islam est tellement inassimilable qu'il n'y a pas de solution. Et donc j'ai le sentiment que j'avais le sentiment où j'ai fait l'expérience de cette polarité des opinions, les uns disant il n'y a pas de problème, les autres disant il n'y a pas de solution. Et il y a 20 ans, 10 ans, dominait le sentiment dans l'opinion autorisée qu'il n'y a pas de problème, et je vois monter maintenant le sentiment, la conviction qu'il n'y a pas de solution. Et donc, je fais partie de ceux qui pensent qu'il y a un problème ou des problèmes et qui, malgré tout, cherchent la solution et espèrent et escomptent et pensent qu'il y a une solution ou des solutions. Donc, c'est dans cette perspective que je suis parti. Perspective donc de citoyen, perspective pratique de faire face à un problème qui se pose et que l'on entend résoudre. Mais vous dites que le problème préexiste en quelque sorte, et c'est là que vous entrez dans des considérations sur le corps politique lui-même. Oui, alors le problème existe, et il est difficile à résoudre, et en même temps, d'une certaine façon, il faut reconnaître qu'il est déjà pour partie résolu. Bon, alors je m'explique. Ouais. Il y a en France, je ne sais combien de millions de citoyens musulmans français. Et ils participent à la vie nationale malgré tout, en dépit de toutes les difficultés, dans une concorde générale qui peut être troublée, mais qui n'est pas endommagée. Donc, il y a déjà une vie partagée. Insuffisamment partagée parce que des deux côtés
et du côté musulman et du côté des non-musulmans, il y a une méfiance réciproque. Je crois que c'est un point qui est très important. Je souligne le mot méfiance, je tiens à ce mot parce que je crois que c'est le mot le plus exact. Il y a des mots plus forts qui ont plus d'effet dans l'opinion quand on tient un discours. Je crois que ces mots sont inexacts. Je ne pense pas qu'il y ait stigmatisation, je ne pense pas qu'il y ait rejet. Et du côté des non-musulmans, en tout cas majoritairement, et du côté des musulmans, je ne pense pas qu'il y ait inimitié, hostilité, guerre contre les non-musulmans. En revanche, ce que je crois il faut reconnaître, c'est qu'il y a méfiance des deux côtés. Méfiance des non-musulmans à l'égard des musulmans, méfiance des musulmans à l'égard d'une société dont ils pensent qu'elle se méfie d'eux. Bon. Alors, à partir de ce constat, je crois qu'il faut en quelque sorte thématiser, si je peux dire, et porter à la conscience les éléments de concorde qui sont déjà là et rendre explicite ce qui, d'une certaine façon, est implicite. Et ce qui est implicite, c'est un compromis déjà passé entre les musulmans et les autres en direction d'une vie commune. Alors, j'ai employé cette notion de compromis qu'on a, évidemment, c'est un terme que l'on peut, qui peut déplaire ou ne pas plaire. Je pense que c'est un terme qui est utile parce que la vie sociale, la vie politique est faite de compromis et les compromis ne réclament aucune révolution. Les compromis, c'est une démarche ordinaire que fait le citoyen ou l'homme social ordinaire. Et donc, si, pour aller vers la solution des problèmes, nous avons à faire des compromis, nous nous donnons un horizon à la fois légitime et possible. Ça ne réclame pas un homme nouveau, une révolution, ni morale, ni mentale. Ça réclame une démarche politique exigeante, mais qui est de l'ordre du possible. Voilà. Est-ce que ça n'exige pas de préciser, dès lors qu'il y a l'idée d'un compromis, de savoir définir ce qu'il y a d'acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Et est-ce que ce n'est pas finalement ça qu'on refuse depuis 20 ans Alors, voilà. Ou un quart de siècle? Alors voilà, j'ai essayé de formuler précisément les termes d'un compromis. Les termes d'un compromis qui doivent signifier ce qui manque, c'est-à-dire une acceptation réciproque, effective et sincère des parties au débat. Et donc, ce compromis a ou aurait deux parties. Le premier, une acceptation sincère du partage de citoyenneté avec nos concitoyens musulmans. Je dis sincère et complète parce que si l'on dit de toute façon musulman ou pas, ça ne change rien. Nous sommes tous des individus indépendants, nous avons tous des droits, donc il n'y a pas à accepter des musulmans puisque nous n'avons pas à les considérer comme les musulmans. Je dis non, ça ce n'est pas une réponse adéquate, ce n'est même pas une réponse sincère parce que tout le monde sait bien que une France où il y a 5 millions de citoyens musulmans, c'est une France qui est différente de celle où il n'y en avait pas. Il faut admettre que le fait qu'une partie de la France soit désormais musulmane ou largement musulmane change les conditions de la vie commune. Donc, la première démarche, c'est d'accepter ce fait. Et que veut dire accepter ce fait? Ce n'est pas simplement accepter que les musulmans aient des droits égaux, il est évident qu'ils ont des droits égaux, ils sont citoyens de ce pays. Mais c'est aussi accepter le fait qu'ils soient alors différents. En quel sens différents? Pas en tant que citoyens, ils ont les mêmes droits. Alors c'est là que devient difficile la formulation de la différence ou de ce qui est commun aux musulmans, ce qui leur serait commun et qui les distingue des autres. Et c'est là que je trouve enfin la question des mœurs que vous m'avez posée. Parce qu'on me dit, pourquoi vous dites les musulmans, pourquoi vous dites les mœurs musulmanes? Parce que les musulmans sont très différents. Et donc dire les musulmans, c'est déjà
les essentialiser, les réifier, les chosifier, et donc, par le fait même, en quelque sorte, les exclure. Alors que, fondamentalement, ils sont très divers. Bon. Et précisément, la notion de mœurs que j'utilise, c'est une façon de préserver leur diversité tout en considérant ce qu'ils ont de commun et qui intéresse la vie commune. Leur diversité. Bien entendu, les musulmans sont divers comme sont divers tous les autres groupes, comme sont divers les chrétiens, les catholiques, les protestants, les juifs, les athées, bon, bien entendu. Ce qui veut dire que beaucoup de musulmans ne sont pas des croyants fervents, ou peut-être que beaucoup de musulmans ne sont pas musulmans, comme beaucoup de chrétiens ou que beaucoup de baptisés, non seulement ne vont pas à la messe, mais ne croient ni en Dieu, ni à l'inhérence de la Bible. Bon. Qu'il y ait une grande diversité des musulmans, c'est certainement un fait majeur. C'est certainement un fait, comment dire, un fait véritable. Bon. Mais en même temps, on ne peut pas faire de cette vérité une thèse qui, en quelque sorte, abolisse l'objet. Qu'on finisse par dire, les musulmans sont tellement divers que il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas de problème, et de quoi parlez-vous? Il faut bien qu'il y ait quelque chose de commun qui donne à cette partie de la population française une certaine physionomie qui fait que l'on dit les musulmans, et pas simplement parce qu'on a envie de les stigmatiser. Bon. Alors, cette chose commune, je crois que c'est ce que j'appelle les mœurs. Alors, les mœurs, je me suis rendu compte, vous connaissez vous aussi l'école des hautes études en sciences sociales, je me suis rendu compte que cette notion de mœurs paraissait assez bizarre au lecteur contemporain qui n'a pas, disons, l'habitude de la littérature que nous lisons professionnellement. Alors que c'est un terme qui est tout à fait usuel, banal, nécessaire dans la réflexion sociale et politique. Si vous prenez des auteurs aussi fameux, classiques que Rousseau ou Montesquieu, ils utilisent sans cesse la notion de mœurs. Qu'est-ce que sont les mœurs? Eh bien, les mœurs, ce n'est pas les lois, c'est très important, parce que les lois, ce sont les lois politiques, et les lois politiques, elles sont prises par l'institution politique, c'est-à-dire le gouvernement, le Parlement. Bon. Les mœurs, ce sont les conduites des sociétaires qui sont visibles, les conduites visibles. Ce qu'ils font visiblement dans l'espace public, comment ils se conduisent dans l'espace public. Et je crois que si l'on prend cette notion, alors on voit la pertinence pour parler, par exemple, des musulmans, mais ça pourrait être aussi d'autres composantes de la vie sociale. Pourquoi? Parce que si l'on dit, dans l'usage usuel du terme, les musulmans, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va dire, ce sont ceux qui font le ramadan. Bon, voilà une caractéristique objective qui me paraît pertinente quand on décrit les nouveautés de la vie sociale. N'est-ce pas? Bon. Ils font le ramadan, ils fêtent l'Aïd el-Kébir, ils font les prières quotidiennes. Voilà des conduites collectives, visibles, et tellement collectives et visibles que le reste de la collectivité doit en tenir compte. Il est évident que si les sociétaires font le ramadan, eh bien, pour les entreprises auxquelles ils participent, pour les écoles par exemple, cela peut avoir des conséquences sur l'organisation de la vie commune. Donc, la notion de mœurs comme conduite visible des sociétaires, conduite visible des sociétaires qui distinguent tel groupe de sociétaires, ça me paraît une notion légitime et utile. Et une notion légitime et utile qui précisément ne nous oblige pas à, en quelque sorte, effacer la diversité intérieure du groupe. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un fait le ramadan que c'est un musulman pieux, ou qu'il a une foi fervente, ou même peut-être qu'il croit à la confession de foi musulmane. Mais il a cette conduite qui fait partie
de ces mœurs précisément. Donc, je suis parti de cette idée tout de même courante dans les sciences sociales, ou qu'il a été en tout cas, qu'une façon, pour ainsi dire, neutre de considérer, à la fois empirique et neutre, de considérer le fait musulman, c'est de partir des mœurs, qui en plus préservent une certaine diversité intérieure, et en plus ne nous oblige pas à avancer une thèse sur l'essence de l'islam, sur l'essence, sur le Coran, sur la foi musulmane en comparaison, sur la religion musulmane en comparaison de la religion chrétienne, par exemple. Toute question extrêmement intéressante, extrêmement importante, mais qui n'intéresse pas directement le sociologue ou le philosophe politique. Voilà. Alors, partant de cette notion de mœurs, je soutiens la thèse assez simple que le compromis du côté des non-musulmans consiste à accepter jusqu'à un certain point et dans certaines limites les mœurs musulmanes. Bon, c'est là que le bas blesse peut-être. C'est là que le bas blesse, et c'est là qu'en effet ça devient difficile. Oui. Mais revenons à cette histoire du compromis. Ce que vous disiez là, en fait, c'est vous parliez de coutume, de conduite qui relève d'un certain nombre de règles juridico-théologiques, de culte, etc. Il se trouve que l'islam est une religion où l'orthopraxie occupe une place centrale par rapport à l'orthodoxie. On s'entretue moins au cours du XXe siècle pour des questions de théologie que pour des questions de praxis, de culte. Vous êtes bien d'accord. Et la conduite, alors c'est ça qui demande à être précisé. La conduite, elle cache quelque chose derrière. Elle cache quoi ? Des éléments de l'orthopraxie. Je donne un petit exemple. En Angleterre, un groupe qui travaillait autour de l'Islamic Center de Londres, par exemple, préconisait dans leur bulletin la chose suivante. Ils disaient, la common law anglaise, elle est très pragmatique, elle autorise de reconnaître un certain nombre de pratiques. Alors nous allons travailler à ce que la charia gagne du terrain de proche en proche à l'intérieur de la common law anglaise. Et en réalité, il y a un évêque d'ailleurs qui un jour, un important évêque anglais qui dit, moi je ne vois pas d'inconvénient à ce que la charia les préceptes de la charia soient reconnus comme tels par la loi anglaise. Voilà. Donc est-ce que votre schéma ne mène pas finalement à ça ? Alors, vous posez très bien la question principale, parce que mes propositions ne vont pas du tout, même si les apparences peuvent le suggérer, dans la direction de la politique anglaise ou canadienne. La politique anglaise ou canadienne suppose que nos sociétés maintenant sont devenues multiculturelles et que par conséquent, il est légitime de faire des accommodements raisonnables, comme l'ont dit les Canadiens, entre les différentes communautés. Et donc, par exemple, les différentes communautés peuvent s'auto-organiser elles-mêmes dans certaines limites. Et par exemple, si en effet les musulmans du Canada peuvent régler certaines de leurs affaires en recourant à des tribunaux islamiques ou en recourant à la loi islamique pour l'héritage ou le mariage, pourquoi pas ? Bon. Ça, c'est la thèse, je dirais, communautariste ou multiculturaliste anglo-saxonne, canadienne. Les Anglais en sont davantage revenus que les Canadiens. Bon. Ma thèse n'est pas du tout celle-là. Elle n'accepte pas ou elle refuse toute confusion entre les mœurs musulmanes et les lois de la République. Bon. Je dis simplement ceci.
il y a des mœurs musulmanes distinctes sur certains points de la vie commune. Alors, certaines mœurs qui sont visibles et qui irritent beaucoup ou qui gênent une partie du reste de la population ne me paraissent pas poser de problème digne d'intérêt. Par exemple, les repas dans les écoles. Je pense qu'il n'y a aucune raison d'imposer du porc dans les écoles. Bon. Il y a des façons de s'habiller qui, à mon avis, comme le foulard islamique, ne posent pas de problème dans l'espace public. Il y a un cas particulier, c'est le cas des écoles, et la loi sur le foulard a réglé ce cas. Mais dans l'ensemble, je pense que une pièce de vêtement qui ne cache pas le visage ne me paraît pas, et à laquelle le sociétaire, ou la sociétaire en l'occurrence, tient, ne me paraît pas mériter d'être non seulement interdite, mais d'être regardée avec hostilité ou suspicion. Donc vous étiez d'accord avec l'interdiction du voile à l'école? Je n'étais pas d'accord je n'étais pas d'accord au départ. Je pensais que si une famille et une jeune fille tenaient à mettre le foulard à l'école, compte tenu de l'âge de la jeune fille, compte tenu du souci que les parents ont normalement, je dirais, pour la conduite d'une jeune fille de 14 ans ou de 15 ans, s'ils tenaient au foulard, je n'étais pas favorable à une loi d'interdiction. Cela dit, expérience faite, il semble que cette loi ait eu de bons effets et que aussi bien les enseignants que les responsables de l'administration des écoles disent que cette loi a calmé les choses et a résolu un certain nombre de problèmes. Donc, est-ce que vous avez lu le texte de Patrick Weil relatant, il faisait partie de la commission Stasi, relatant cet épisode-là? Il était contre la loi et en chemin, il a changé d'avis. Il a changé d'avis pourquoi? Parce que tous les témoignages indiquaient qu'il y a derrière cette question, non pas des parents qui font pression ou pas sur la jeune fille, etc., mais une véritable bataille de groupes organisés. Oui. Non, mais tout ça pour vous dire que ce n'est pas neutre, tout ça. Il y a quelque chose derrière. Non, mais bien sûr, rien n'est neutre, mais je veux dire qu'il faut des règles générales, et donc il faut quand même des principes généraux. D'accord. Alors, s'agissant du foulard, on voit bien que la question, le traitement de la question dépend beaucoup de la façon dont on désigne le foulard, par quelle catégorie on le désigne, on le comprend. Si on dit signe religieux, et si on dit un signe religieux n'a pas sa place dans l'espace public, eh bien, évidemment, la laïcité conduit à interdire le foulard. Je pense qu'il n'est pas... D'abord, il ne faut pas comprendre la laïcité en ces termes, et il n'est pas indispensable de comprendre le foulard comme un signe religieux en chargeant l'objet d'une intensité, en quelque sorte, qui ne lui appartient pas nécessairement, qui lui appartient parfois, mais qui ne lui appartient pas nécessairement, et qu'on peut le considérer comme un élément, je dirais, des mœurs ordinaires qui peuvent être traités avec un certain calme et ne se prêtent pas nécessairement à des qualifications qui font monter aux extrêmes, en quelque sorte, les passions. Alors, il y a beaucoup d'aspects de ces mœurs, et je ne sais pas, je sais que notre rencontre n'a pas une durée indéfinie, donc je ne veux pas prendre, à la suite tous les aspects des questions, mais je veux juste dire deux choses. Bon, donc j'ai fait quelques remarques sur des aspects des mœurs musulmanes dont je pense que elles sont inutilement rejetées, elles sont dramatisées à l'excès. Je pense que
la société française perd son temps, en quelque sorte, et son énergie, et détourne son énergie en se préoccupant des repas à la cantine ou du foulard. En revanche, je pense qu'il y a en effet des aspects qui peuvent être considérés comme mœurs islamiques qui réclament l'interdiction par la loi, comme c'est d'ailleurs déjà le cas, et je donne l'exemple et de la polygamie et de la burqa ou du niqab. Là, je pense que effectivement, la loi française prévaut évidemment, et donc ces interdictions sont légitimes. Dans la question posée au tribunal de Nanterre sur l'excision de petites filles par des Maliens, un professeur de droit d'anthropologie juridique de Nanterre avait défendu devant le tribunal, l'idée que la personne qui procédait à ces excisions, elle était convaincue que ce sont des mœurs courantes, islamiques, etc. Alors, quel aurait... oui. Non, alors là, donc, dire là, je n'ai aucune hésitation. Nous avons le droit d'interdire ces actes. Ça, ce sont des mutilations. Que nous devons interdire. Si je n'ai pas mentionné cela, c'est que parce que ce n'est pas un enjeu, à ma connaissance, ce n'est pas un enjeu significatif, même si chaque cas est en soi-même une cruauté, mais ce n'est pas un enjeu dans les populations, parmi les musulmans français qui sont parmi nous, même s'il y a des régions d'Afrique en particulier, ou d'ailleurs en Égypte, je crois, où ces actes sont courants. Mais donc, je distingue les mœurs que nous devons accepter des mœurs que nous devons interdire, et il y a évidemment des zones grises, n'est-ce pas, qui réclament un mélange d'acceptation et sinon d'interdiction, du moins d'incitation à une certaine réforme. Alors, l'enjeu le plus important, et celui sur lequel j'ai été le plus pris à partie, c'est la question, évidemment, des relations entre les sexes. Voilà. Bien sûr. Et alors, évidemment, le foulard islamique entre en quelque sorte dans cette catégorie. On m'a beaucoup reproché d'avoir écrit que, après tout, pour les enfants d'âge scolaire, si l'on voulait que les garçons et les filles aillent dans les piscines séparément à des horaires différents, je n'y voyais pas un enjeu majeur. Cela dit, il est clair qu'il y a un problème général des relations entre les hommes et les femmes en terre d'islam ou dans l'ère islamique. Et qu'une grande partie de la méfiance de l'opinion générale de nos pays à l'égard de l'islam se rapporte à cette question. Et c'est là que je retrouve ce que vous disiez à propos de l'Angleterre ou du Canada. Il est clair que si l'on concédait à des tribunaux islamiques le soin de régler certaines questions, comme les questions d'héritage ou les questions ou certains procès, eh bien, en raison nous sortirions de la loi française et de l'égalité, puisque traditionnellement, les femmes, le témoignage des femmes a moins de valeur dans l'islam que le témoignage d'un homme, et que l'héritage d'une femme est moindre que, statutairement, n'est-ce pas, et la moitié, je crois, de l'héritage normal d'un homme. Donc il est évident que si nous acceptions que ces mœurs musulmanes soient considérées comme une loi pour les musulmans français, alors là, effectivement, nous sortirions véritablement de la République, mais je n'envisage évidemment rien de tel. Je circonscris en quelque sorte les mœurs musulmanes à ce qui appartient, je dirais,
à la sociabilité musulmane, ce qui fait que les musulmans se sentent musulmans, comment dire, de façon naturelle. Ils mettent ils exercent en quelque sorte leur façon de vivre de façon spontanée, naturelle, et d'une façon que, à mon avis, il n'y a pas de raison d'entraver. En revanche, sur certains points dont je viens d'indiquer certains, il me semble que, évidemment, la loi française prévaut absolument. Donc, ce serait, dans le compromis dont je parlais, ce serait l'effort des non-musulmans, ou de la République, si vous voulez, pour marquer son acceptation non réticente non seulement de la présence, mais de la participation des musulmans à la vie commune. Comme un compromis comporte évidemment deux parties, il inclut une demande adressée aux musulmans, qui est le symétrique de la demande adressée aux non-musulmans. C'est d'accepter franchement d'entrer dans la société française, dans la nation française. Comme on demande aux autres d'accepter franchement les musulmans, on demande aux musulmans d'entrer franchement. Et entrer franchement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, alors c'est là que, là aussi j'ai d'autres objections, et comme il est tout à fait normal sur des sujets aussi difficiles. Pour moi, cela consiste à inscrire vraiment leur vie dans la nation française. Alors il y a beaucoup de questions. Est-ce qu'ils inscrivent leur vie dans la nation française ou dans l'ère européenne? Voilà. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'ils font de leur lien avec le monde arabo-musulman, avec la Oumma? Bon. Et là, j'ai une thèse... Et de leur mémoire. Vous ne mentionnez pas leur mémoire, parce qu'ils sont porteurs de... Oui, mais ça, la mémoire, tout le monde a une mémoire. Bon, mais ce qui est plus... Enfin, oui, leur mémoire, comment dire, leur mémoire m'échappe et je ne veux rien. Quand Benjamin Stora insiste sur la mémoire algérienne, sur la rancœur, etc. Oui, mais tous les partis ont une mémoire. Oui, il est évident mais nous sommes devant des musulmans qui sont en même temps, qui sont très algériens, qui sont très marocains. On parle pas de musulmans en général. Bien sûr. On ne parle pas de Turcs. Mais précisément, ouais. C'est pour cette raison que je pense que l'entrée véritable dans ce que j'appelle l'amitié civique, dans l'amitié française, pardonnez-moi cette expression un peu solennelle, réclame de leur part que, alors non pas qu'ils rompent, certainement pas avec leur mémoire, d'ailleurs on ne peut pas rompre avec sa mémoire, mais qu'ils décident franchement que leur vie s'inscrit dans la nation française. Ce qui veut dire que leur dépendance par rapport à leur nation d'origine, je ne dis pas est rompue, mais sérieusement distendue, parce que la question majeure la plus difficile, et on peut reprocher à nos gouvernements, tous tant qu'ils sont, si j'ose dire, de l'avoir vraiment abandonné, cette question, c'est la question de l'organisation et du culte musulman, et je dirais de l'association musulmane en France, et de la formation des musulmans en France. Et que, comme vous savez, cette formation a été principalement laissée à des imams ou à des figures d'autorité venus du Maroc, venus d'Algérie et venus de Turquie aussi, et qui sont parmi les plus isolés et isolants de cette confession. Et donc, là, quand même, il y a une démarche à faire que l'État français doit encourager, mais que seuls les musulmans peuvent faire, c'est-à-dire véritablement constituer une éducation, une formation des musulmans de France, en particulier dans le cadre des mosquées, des associations cultuelles et culturelles, qui se fassent en français, et je dirais en direction de la France, et non pas pour garder le lien avec le pays d'origine, parce que ce que me disent les musulmans, y compris les musulmans dans des positions de responsabilité, des imams que je rencontre, ils disent ceux qui ont été longtemps en position de responsabilité disaient principalement à leurs ouailles, enfin on ne dit pas à leurs ouailles pour l'islam, mais enfin à leurs fidèles, les encourager principalement non pas
à devenir français, mais à garder le lien avec le pays d'origine. À garder le lien avec le pays d'origine. Et encore aujourd'hui, on me le disait hier, un imam me le disait hier, 60%, il me donnait le chiffre suivant, 60% des prédications, des prêches dans les mosquées se font aujourd'hui en arabe, 10% en turc et le reste en français. Et bon, je ne demande pas que l'État français interdise les prêches en arabe, mais il est clair que si l'on reste dans une telle condition et dans une telle dépendance, et par rapport à la langue arabe, et par rapport au pays du Maghreb, sans parler de la Turquie, eh bien, il y a un empêchement insurmontable à l'engagement, je dirais, franc, sincère et complet des musulmans dans la vie française. Mais pourquoi vous, alors, dans ce cas, cette phrase un peu ambiguë, vers la fin, l'un des chapitres de la fin, vous dites il ne faut pas attendre la réforme de l'islam. Mais parce que là, elle est très ambiguë, cette phrase. On se dit, mais donc... mais ce n'est pas une réforme de l'islam qui s'opérerait. Si, écoutez, moi je connais des musulmans qui sont certainement peut-être minoritaires, très minoritaires peut-être, mais qui tiennent à être des musulmans absolument rigoureux et pieux, qui ont une interprétation, je dirais, extrêmement rigoureuse de leur religion, qui considèrent d'ailleurs que ce que j'appelle les mœurs musulmanes, ce sont les mœurs maghrébines. Ouais. Ils me disent, ne parlez pas des mœurs musulmanes, ce sont des mœurs maghrébines. Bon. Mais eux, cette association à laquelle je pense, ils ne veulent pas une réforme de l'islam, ils veulent un islam, au contraire, rigoureux, mais en même temps, ils veulent être des citoyens français sans la moindre réserve. Sans la moindre réserve, et eux, précisément, veulent rompre leurs liens avec le Maghreb, et si vous voulez, séparer la religion de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture. Voilà, donc ces enjeux sont très compliqués. Mais c'est un champ de bataille, en fait. Je le pense, c'est un champ de bataille pour tout le monde, oui. Mais ce que je dis à propos de la réforme de l'islam, je trouve, j'allais dire, un peu ridicule, un peu déplacé, que tout le monde aille courant en disant « il faut réformer l'islam, il faut réformer l'islam ». Bon, je suis d'accord avec vous. L'islam se réformera, oui. L'islam se réforme, l'islam ne se réformera pas, je ne sais pas, je n'y peux rien, et en tant que citoyen, ce n'est pas la question. L'adhésion à la France dont je parle, les prêches en français dont je parle, ne réclament aucune réforme de la religion musulmane. Si indirectement cela a des effets sur la religion, peut-être, sans doute, ce n'est pas mon souci. Et je trouverais, si j'ose dire de ma part, indiscret et légèrement tyrannique de dire, eh bien, réformez-vous d'abord et vous entrerez ensuite. Mais vous savez qu'à l'EHESS, vous avez hérité de ce serpent de mer qui est l'école de formation des imams, qui a abouti à la fin à cet institut intitulé ISM. À l'origine, c'était le projet de Chevènement de former les imams, de les faire former par des universitaires français. Je sais pas si oui, il y a eu aussi, pendant quelques années, ils ont été formés à l'Institut catholique. Oui. Parce que d'abord, l'Église catholique était plus disposée à accueillir la formation des imams. Vous parlez de Lille. À Lille, il y avait... Et aussi à l'Institut catholique de Paris. De Paris aussi. Ouais. Et parce que les institutions catholiques étaient plus disposées à recevoir, à accueillir cette formation, comme d'ailleurs les établissements d'enseignement catholiques sont plus disposés à accepter des enseignements de l'islam que l'école publique. Mais moi, je ne suis pas, comment dire, réformateur, je ne propose pas des institutions nouvelles. Je m'interroge sur, je dirais, la direction générale dans laquelle il est souhaitable d'aller. Et je mesure bien les difficultés compte tenu du fait que le Coran est, si j'ose dire, éternellement écrit en arabe. Bon, donc la question de la langue est une question difficile. Je crois néanmoins que il est très important que les prêches,
la formation des imams et en général des musulmans dans les institutions musulmanes soit conduite le plus possible en français. Et que la dépendance institutionnelle, pour ne rien dire de la dépendance financière, à l'égard, et de la dépendance intellectuelle, à l'égard de pays étrangers, même si ce sont des pays proches, même si ce sont des pays amis, que cette dépendance doit être rompue si l'on veut sortir de cette situation d'incertitude, parce que des sociétaires musulmans, on passe son temps à dire que, vous comprenez, les jeunes musulmans ne savent pas où ils sont. Bien sûr, ils sont français, mais en même temps, ils ne sont pas complètement français. Ils se sentent aussi appartenir au pays d'origine de leurs parents, même s'ils ne le connaissent pas, même s'ils n'y vont qu'en vacances. D'accord, mais alors comment on fait pour en sortir? Et c'est là, je crois, que on a le droit de réclamer d'eux ce geste d'entrée franc et massif, comme disait le général de Gaulle dans un autre contexte, d'entrée franc et massif dans la nation française, qui, d'autre part, l'accueille, elle aussi, de manière également franche et massive. Et des deux côtés, cela manque aujourd'hui. Écoutez, le temps passe, et je ne voudrais pas qu'on termine sans que vous disiez un petit mot tout de même sur votre vision de l'Europe des nations. Parce que je pense que votre schéma s'appuie beaucoup sur votre vision à la fois de la laïcité française et de l'Europe telle qu'elle se présente aujourd'hui. Alors, oui, mais rapidement, un des gros problèmes si vous voulez, aujourd'hui, tout le monde est d'accord, nos sorts sont liés. Le sort de l'Europe est lié au sort du monde arabo-musulman, et en même temps, aujourd'hui, les uns et les autres, nous faisons face à un phénomène inédit, l'effacement des frontières. L'effacement des frontières. Cet effacement des frontières dont on a espéré qu'avec la mondialisation, il allait apporter une paix inédite, on se rend compte aujourd'hui, effacement des frontières européennes, Schengen, on voit les désordres extrêmes que la migration provoque dans une Europe qui croyait pouvoir vivre sans frontières. Effacement des frontières dans le monde arabo-musulman, on voit avec l'effondrement des frontières liées à la colonisation, les conquêtes de Daesh, ce qui se passe en Libye. On voit qu'un des problèmes du monde arabo-musulman, c'est l'effacement ou la recomposition des frontières. Donc, et des identités. Et des identités. Donc, alors on peut dire, c'est la voie de l'avenir, il y a un petit peu de désordre en ce moment, mais on va apprendre à vivre sans frontières. Là, je crois que c'est l'idée la plus fausse que l'on puisse avoir. Nous avons besoin d'avoir des frontières parce que nous avons besoin de former des communautés. Nous avons besoin de former des communautés, et une communauté doit avoir des frontières, non pas pour faire la guerre, mais au contraire pour vivre en paix. Bon. Donc il faut avoir des frontières, et je crois que, et c'est un point sur lequel, en effet, je suis en dissidence par rapport à l'opinion gouvernante depuis 30 ans, les frontières les plus naturelles restent les frontières nationales, et que donc, je crois que pour l'intégration à la vie européenne, il est meilleur pour les musulmans français de viser l'intégration à la France plutôt qu'une intégration qui peut paraître plus facile, plus ouverte, l'intégration à la vie européenne, parce qu'on peut dire, ils ont un problème avec la langue française parce que certains préfèrent parler arabe, donc, et puis tout le monde parle anglais, donc la langue n'a pas d'importance, donc intégration à l'Europe. Je crois qu'il est plus difficile de s'intégrer à l'Europe que de s'intégrer à la France, parce que l'Europe n'existe que par la médiation des nations. Et que donc, l'éducation complète, vous ne pouvez l'avoir que dans une nation, que ce soit la France, l'Italie ou l'Allemagne. Et donc, pour devenir européen, il faut d'abord être français, allemand ou italien. Et je pense que pour avoir une éducation complètement intégrante, si je peux dire, il faut avoir une éducation complète, et donc elle passe par les nations. Il n'y a pas d'éducation européenne aujourd'hui indépendante de la médiation nationale. Donc, je crois que ce n'est pas être archaïsant en quelque sorte ou réactif
ou conservateur ou traditionnaliste ou s'opposer au mouvement des choses que de dire, précisément quand le mouvement des choses paraît aussi destructeur qu'il l'est aujourd'hui, je crois qu'il faut viser la reconstitution de biens communs et que la reconstitution du bien commun se fait, je crois, le mieux aujourd'hui encore dans le cadre national, un cadre national qui évidemment encourage la collaboration avec les autres nations qui nous entourent. Ce n'est pas parce que les éducations des peuples européens se font toujours dans le cadre des nations européennes que ces nations sont destinées à retomber dans l'inimitié si elles renoncent à un certain nombre d'illusions sur les bienfaits de l'effacement des frontières. Et c'est là qu'à la fin de votre livre, vous dites que l'islam trouverait sa place dans ce renouveau des nations. Voilà. Il y a quand même aujourd'hui la situation du monde arabo-musulman est aujourd'hui extrêmement précaire, inquiétante, pour le moins. Je veux dire, il y a un arc de crise qui fait vivre les musulmans du Maghreb et du Mashrek quand même dans une situation souvent extrêmement, parfois tragique et en tout cas souvent extrêmement difficile. Et je pense que les musulmans français peuvent se dire qu'il y a quand même une possibilité peut-être à envisager sérieusement qu'une vie musulmane tranquille peut être voulue et espérée dans une nation européenne que j'appelle une nation de marque chrétienne, mais qui ferait sa part et sa place aux musulmans qui ont décidé de vivre ici sans nostalgie, sans perdre leur mémoire, mais sans nostalgie de l'Oumma, ou de la Oumma, je ne sais pas comment il faut utiliser la Oumma. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Donc nous avons l'habitude de poursuivre par un échange. Alors, il y a un micro qu'on pourra vous faire passer. Vous levez bien haut la main. Quelqu'un veut-il... Voilà, monsieur, attendez un instant. Qu'on vous passe le micro. On vous écoute. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'ai lu votre livre avec beaucoup d'intérêt. Alors moi, je suis journaliste spécialisé sur les questions religieuses, notamment sur l'islam, que je connais plutôt bien. Notamment les questions théologiques et les questions sociétales des musulmans. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans votre livre, c'est quand vous parlez de l'islam, c'est que c'est une certaine absence finalement des enjeux intrinsèques à l'islam, au sens global. Pour être très concret, par exemple, vous dites qu'il faut que les musulmans entrent de plein pied dans la communauté nationale. En gros, là-dessus, je suis d'accord, mais quand on regarde dans les faits, on s'aperçoit que chez les jeunes musulmans, surtout les gens qui ont maintenant une trentaine d'années et moins de 30 ans, pour une bonne part d'entre eux, ils ont beaucoup perdu la langue arabe, ils ne la parlent plus. Beaucoup, quand ils sont autonomes et qu'ils vont au travail et qu'ils ont leurs propres revenus, ne rentrent plus dans les pays d'origine de leurs parents parce qu'ils ne se sentent plus liés. Ils vont en Grèce, ils vont en Turquie, ils vont en Espagne, ils vont en Angleterre, ils vont partout. Et ce que je veux dire par là, on peut après multiplier les exemples, c'est montrer quand même qu'il y a un attachement de fait à la France, puisque finalement c'est le seul pays qu'ils connaissent réellement. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai fait partie de cette peut-être dernière génération de gens qui sont... Moi, je suis né en France de parents qui sont venus de Tunisie et je fais peut-être partie de la dernière génération de gens qui allaient tout le temps en Tunisie et qui parlent couramment l'arabe. Mais quand je regarde mes cousins, mes petits cousins, etc., je m'aperçois, mes neveux, pourquoi je vais loin, mes neveux et nièces,
parlent plus trop l'arabe, ils connaissent plus trop, la mentalité est très différente. Et même un phénomène maintenant, quand on va en Tunisie, par exemple, j'imagine que c'est pareil pour l'Algérie ou le Maroc ou ailleurs, les jeunes restent entre eux. C'est-à-dire que les franco-tunisiens restent entre eux et ne se mélangent pas avec les Tunisiens, par exemple. C'est pas un racisme ou quoi, c'est une mentalité, c'est... Bref, tout ça pour dire que je pense que ce que vous dites sur le fait qu'il faut qu'ils rentrent dans la communauté nationale, je crois que c'est déjà acté, c'est un fait qui existe. Sur la langue française dans les mosquées, aujourd'hui, si les imams beaucoup parlent en arabe ou dans les langues d'origine, c'est parce que ceux qui font les associations sont encore des gens de la première génération, très souvent. Mais les jeunes qui arrivent parlent très couramment, enfin, ils parlent en français. Même quand ils font des prêches français et arabes, ils le font aussi pour les premières générations. Et ce que l'on voit, c'est que ce phénomène dont vous parliez, il est en train de se produire. C'est quelque chose qui existe. Bon, alors, dans ce cas, je suis, je suis très heureux. Simplement, ce qu'on dit aussi, et les observateurs le disent aussi, c'est que ces jeunes gens qui n'ont connu que la France, qui sont français, et qui, en effet, quand ils reviennent au pays, sont considérés comme des immigrés, et ne s'adaptent pas au pays, se sentent souvent étrangers à ce pays qui est le leur. Et précisément, un imam que je voyais hier disait qu'il avait de ses auditeurs qui disaient les Français, les Français. Et il leur disait, mais vous dites, et toi aussi tu es français, toi aussi tu es français, pourquoi tu dis les Français? Bon, il était français, ces jeunes gens sont français, mais malgré tout, ils disent les Français et ils se sentent dans cette position éventuellement sinon d'hostilité, du moins de différence et de ressentiment et de méfiance. Donc, et s'il n'y avait pas cette composante, je crois, si les faits que vous évoquez étaient si dominants, je crois que la situation serait quand même beaucoup plus facile. Je me permets juste une petite remarque. Ce que vous dites est complètement vrai, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup persistent, et même moi ça me choque, parce qu'on continue à dire les Français, mais juste pour ce qui peut peut-être expliquer, c'est que par exemple quand je me présente avec des gens, on me dit tu viens d'où? Naïvement, je dis je viens d'Alfortville. Je suis né à Alfortville, donc c'est 94. Et les gens me regardent, non, mais enfin, d'origine, quoi, d'où? Et en fait, on se retrouve, bon gré, mal gré, c'est un peu comme Sartre, on est juif aux yeux des autres, en fait. Et bon gré, mal gré, on se retrouve ramené à, non pas d'où on viendrait nous, parce que moi je suis né à Alfortville, comme je vous l'ai dit, mais on se retrouve finalement, ah d'accord, il faut revenir aux parents. Et donc on se dit, mais jusqu'à quand ça va aller? Et du coup, après, comme vous avez dit, sur les questions de... À chaque fois, on parle des musulmans dans des termes pas forcément élogieux. Ou... Après, quand il n'y a pas à parler d'eux de manière élogieuse, il faut ne pas en parler de manière élogieuse. Mais il y a toujours ce renvoi finalement à une autre identité. Vous voyez? Et je pense que c'est ce qui joue aussi dans le fait que beaucoup de jeunes, surtout, ont du mal à se dire « je suis français » et à se dire « bon, je suis français » et point. Et je pense que ça joue. Et une dernière chose, par rapport à l'Oumma, l'Oumma, c'est un peu comme quand on dit dans le christianisme, l'Église, le corps du Christ, c'est-à-dire c'est une communauté qui est plutôt spirituelle. Et donc, en fait, on n'a pas à quitter l'Oumma, parce que finalement, on ne quitte pas l'Oumma en étant français, par exemple, puisque l'Oumma, c'est une communauté spirituelle. C'est-à-dire on appartient à une même religion, comme un catholique, par exemple, qui va lire Hans Kung, par exemple, qui n'est pas français, que je sache. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas lire, par exemple, des théologiens d'autres pays, tout en restant pleinement français. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez raison, mais là, c'est une question très difficile. Vous avez dit l'Oumma et l'Église. Est-ce que ce sont... Comment dire? Il y a eu, en effet, des périodes où on peut dire que l'Église, la situation de chrétienté, d'une certaine façon, l'Église ressemble à l'Oumma, c'est-à-dire... Elle est à la fois communauté religieuse et communauté quasi politique. Et d'où les énormes difficultés avec la Constitution des Nations qui suppose une prise d'indépendance des communautés nationales par rapport à la communauté ecclésiale. Et ça a été une histoire très compliquée, éventuellement très violente. Et donc, mais cette histoire s'est achevée, enfin provisoirement, dans la Constitution des nations européennes.
Et un des points qui est très intéressant du point de vue de la philosophie politique et de l'histoire politique, c'est de s'interroger sur la nation en terre d'islam. Parce que d'une certaine façon, on dit toujours l'islam et la démocratie. Je crois que la question plus profonde encore, c'est la question l'islam et les nations. Parce qu'on voit bien la grande difficulté des groupements de l'islam à se constituer en nation véritablement consistantes et, j'allais dire, sûres d'elles-mêmes et qui ne sont pas exposées à brusquement être dévastées par une insurrection qui efface la frontière comme on le voit aujourd'hui. Oui. Vous, s'il vous plaît, oui, faites passer le micro. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me donner la parole. C'est au sujet de ce qui se dit en ce moment, que la mosquée de Paris serait rachetée par un des pays du Maghreb, ou sera en passe d'être rachetée par un des pays du Maghreb. Qu'en est-il et comment voyez-vous les choses? Monsieur répondra mieux. Moi, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que il y a... À ma connaissance, la mosquée de Paris est administrée par l'État algérien, n'est-ce pas? C'est une partie de l'État algérien. Et en même temps, l'État français a une certaine influence, même une influence certaine, sur l'organisation intérieure de la mosquée de Paris. Donc, c'est l'État français qui l'a construit au départ. Oui, mais qui l'a donné à une fondation. Oui, à une fondation. Donc c'est un peu un statut assez mais complet. Elle est administrée par l'État algérien, et je peux même donner une anecdote tout de même révélatrice, c'est qu'il y a eu récemment, il y a 2 ans à peu près, des manifestations de femmes, disons de fidèles de la mosquée, pour prier dans une salle convenable, parce qu'elles avaient été mises dans une espèce de cave. Elles avaient réclamé une salle convenable, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais cette salle leur avait été refusée. Elles ont fait une petite manifestation. Elles ont essayé d'entrer dans la mosquée, et le soldat qui l'a gardée leur a dit: vous n'avez pas le droit d'entrer, ici, c'est territoire algérien. Voilà. Donc, il y a là ce genre de situation. Alors, on sait bien que l'histoire a été compliquée, c'est lié à la colonisation, c'est lié à la situation si particulière de l'Algérie par rapport à la France et de la France par rapport à l'Algérie, mais il est certain que ce genre de situation est extrêmement dommageable à tout le monde. Je ne sais pas comment on pourrait l'éclaircir. Oui. Puis-je une deuxième question? Oui, allez-y. N'est-ce pas choquant que les musulmans n'aient pas eu de lieu de culte reconnu avant ces dernières années? Choquant, oui, bien sûr. Comment dire, il me paraît de droit naturel, si vous voulez, que la liberté de conscience et de religion étant un droit humain général, il est naturel que les différentes foi, ou croyances ou religions aient la liberté de s'exercer. Bon. En même temps, on voit bien quelles difficultés sont liées à l'expression publique de conduite, de foi, de conviction qui ne sont pas nécessairement partagées ou qui distinguent un groupe. C'est vrai particulièrement pour les religions, mais c'est vrai pour les opinions, c'est vrai pour les... mais je crois tout de même que dans la dernière période, les musulmans ont eu de plus en plus des mosquées, des lieux de culte de plus en plus adéquats. Je ne dis pas du tout qu'ils sont adéquats aujourd'hui, mais disons il y a eu plutôt progrès que le contraire, il me semble. Bien sûr, oui. Madame. Oui, bonsoir. J'aurais une question relative en fait à ce que vous avez dit sur la nécessité d'un compromis politique qui permettrait donc l'acceptation peut-être plus aisée de ce qui est relatif à une spécificité des mœurs musulmanes.
Donc à ce sujet, j'aurais voulu que vous précisiez les critères peut-être objectifs à choisir pour fixer plus clairement que ça n'est le cas aujourd'hui, ce qui pourrait du coup être acceptable du point de vue de ses mœurs, et celles qui, au contraire, devraient être rigoureusement interdites. Et sur quel, finalement, sur quoi fonder, sur quoi on pourrait fonder précisément ce même critère? Alors, c'est une question évidemment essentielle. Toute réponse est ouverte à des objections sérieuses parce que les critères seront nécessairement des principes très généraux et que l'interprétation de principes très généraux est ouverte à discussion. Ce seront des principes généraux de justice ou d'égalité et qui évidemment sont soumis à discussion. Je donne un exemple. Lors de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et pendant pratiquement 2 siècles après, l'égalité et la liberté, ou l'égale liberté des citoyens était un principe acquis. La mixité de la société et des institutions n'appartenait pas, j'allais dire, au bloc de constitutionnalité de la République française. Aujourd'hui, je vois bien dans les écrits des personnes qui se réclament de la laïcité que pour eux, ou pour elles, la mixité est devenue, en quelque sorte, partie intégrante des droits de l'homme. Et que s'il n'y a pas de mixité, il n'y a pas d'égalité. Bon. Là, c'est une question dans laquelle j'ai dit mon sentiment, mais à chaque fois, il faut le moduler, j'allais dire, selon le contexte. Je dis que, s'agissant des horaires de piscine pour les enfants d'âge scolaire, je ne vois pas d'objection à ce qu'ils soient, garçons et filles soient séparés. À mon avis, cela, je serais très réticent à faire cette concession pour les adultes, et par exemple pour les piscines, et en tout cas, par exemple, dans les hôpitaux, même s'il faut que, autant que possible, comme nous le souhaitons tous, avoir le choix de son médecin quand on peut avoir le choix de son médecin, il est clair que dans le contexte d'un hôpital, l'idée que réclamer que les femmes ne soient pas soignées par un médecin homme est évidemment inacceptable, d'autant plus que, si j'ose dire, c'est une des vérités les plus anciennes que lorsque que le soin, en quelque sorte, le soin de la souffrance ou le soin du malade, met entre parenthèses, si j'ose dire, la pudeur usuelle. Donc, je crois que dans les hôpitaux, il est absolument impératif de ne pas céder aux demandes de séparation des sexes. Donc, à chaque fois, c'est une question très délicate parce que sous les mêmes mots, nous mettons aujourd'hui des choses différentes. Encore une fois, ce qui est entendu aujourd'hui par laïcité chez beaucoup, c'est, je dirais, la conception contemporaine de l'égalité sans différence en quelque sorte, de l'égalité complète, entière, et de la liberté illimitée des individus. Ce qui est une notion vraiment récente dans l'histoire sociale, y compris l'histoire sociale des nations démocratiques. Et effectivement, par rapport à cette idée d'une absence de différence sexuelle, il n'y a plus de sexe, il n'y a que des genres, nous sommes tous fondamentalement des individus, il est évident que cette exigence que porte une partie de l'opinion heurte évidemment, et est heurtée par, disons, la conception musulmane.
je dirais, traditionnelle de la différence des rôles sexuels. Ça, c'est évident. Y a-t-il d'autres questions? Oui, madame. Est-ce que vous pouvez passer le micro derrière? C'est juste pour illustrer enfin, concrètement ce qui vient d'être dit là. Je pense qu'une partie de certaines demandes musulmanes qui sont exprimées, enfin par une partie, hein, disons simplement des musulmans, du type horaires séparés de piscine, etc. Ou même ce qui a été dit tout à l'heure sur la langue arabe dans les mosquées, je pense que pour un certain nombre de Français, disons on va dire de 40, 50 ans, 60 ans et plus, ça leur apparaît sans doute un peu comme un retour en arrière. Je veux dire, avant 68 en France, beaucoup de lycées n'étaient pas mixtes. Les cours d'éducation physique pouvaient être différents entre filles et garçons. Et du côté de la religion, en remontant encore un petit peu plus en amont, on avait le latin à l'église. Bon, donc c'est vrai qu'on est passé ensuite à des nouvelles notions de mixité, disons, et d'égalité homme-femme et de mélange homme-femme dans tous les aspects de la vie courante. Et ça fait maintenant, en gros, disons, les années 60, quoi, donc ça fait quand même 50 ans. Et la société française n'est pas préparée à des demandes comme celle-là, qui apparaissent comme un recul en arrière, quoi. Voilà, je ne porte pas de jugement forcément sur les demandes, hein, je veux dire, mais je pense que c'est perçu avec un aspect rétrograde, quoi, disons. Oui, certainement, Voilà. certainement. Mais là, je pense que pour certaines de ces demandes, il serait bon de surmonter ce rejet au nom du progrès. En espérant, pour ceux qui partagent cette conception, je dirais, rigoureuse de la mixité, que les musulmans, avec la participation devenue usuelle à la vie française, iront vers notre idée de la mixité. Mais en même temps, je pense qu'on peut vivre avec ces interprétations modulables de la mixité suivant les contextes et les âges, à condition, encore une fois, de le tenir dans certaines limites et à coup sûr que l'égalité ne soit pas affectée. Bien, je crois qu'on va lever la séance et merci beaucoup Pierre Manant d'être venu nous donner toutes ces explications.